Sous les brumes épaisses d'un Londres ancien, les lampes à gaz jettent des éclats vacillants sur les pavés humides. Dans ce décor, où chaque ombre semble cacher un secret, une énigme s'apprête à naître. Et vous, d'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur lecture? Dites-le moi en commentaire. Tendez l'oreille, car derrière le calme des salons et la lueur des foyers, se dissimule déjà la vérité la plus troublante. C'était une de ces soirées d'hiver, où Londres, enveloppée de brouillard et de froid, se faisait l'écrin silencieux de nos conversations. Dans notre logis de Baker Street, le feu de cheminée crépitait doucement, projetant des lueurs orangées sur les tapis et les lourds rideaux. Holmes, comme souvent à cette heure, tenait son violon d'une main légère, tirant de l'instrument des accords mélancoliques qui emplissaient la pièce d'une rêverie singulière. Je l'observais avec ce mélange d'amitié et de respect que je lui ai toujours porté. Sa silhouette élancée, la tête inclinée, semblait en proie à une méditation profonde que la musique soutenait plutôt qu'elle ne dissipait. Moi-même, je m'étais réfugié dans la lecture d'un ouvrage médical, mais mes yeux se perdaient plus souvent dans les flammes que sur les pages. Ainsi s'écoulaient ces heures précieuses où, loin des tumultes, nous goûtions la quiétude d'un foyer partagé, sans deviner encore que cette tranquillité allait bientôt céder à l'intrigue et à l'inattendu. Un coup discret frappé à la porte rompit cette atmosphère feutrée. Notre bonne Mrs. Hudson entra, non point avec la démarche assurée qu'elle arborait d'ordinaire, mais avec une retenue presque hésitante. Ses mains, croisées devant son tablier, trahissaient une agitation inhabituelle. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, » dit-elle d'une voix un peu tremblante, « je viens vous prévenir que j'ai consenti à offrir mes appartements privés à un hôte de passage. » Je posai aussitôt mon livre, surpris qu'elle jugeât nécessaire de nous informer d'un détail si domestique. Holmes, lui, ne cessa pas de faire court quelques mots encore. Mrs. Hudson se retira, mais non sans jeter un coup d'œil vers le palier, comme si elle craignait d'y surprendre une oreille indiscrète. Holmes posa alors son violon et se leva pour se rapprocher du feu. « Vous avez observé, Watson, la nervosité de notre logeuse ?» demanda-t-il. Je hochai la tête. Jamais, en effet, je ne l'avais vue dans un tel état d'émotion. D'ordinaire si maîtresse d'elle-même, si prompte à maintenir l'ordre et la régularité dans la maison, elle avait ce soir-là des gestes saccadés, une parole moins ferme, presque inquiète. « Il est rare, » reprit Holmes, « que Mrs. Hudson laisse percer un trouble si manifeste. Il est donc hautement probable que l'identité de ce visiteur soit de nature à excéder la simple convenance domestique. » Ses yeux brillèrent d'un éclat que je connaissais bien. La proie d'un mystère venait de lui être offerte, et déjà son esprit s'y accrochait avec cette ardeur incomparable. Quant à moi, je ne pouvais chasser de mon esprit l'impression d'un malaise insidieux, comme si l'air même de Baker Street s'était alourdi de secrets. Il ne fallut pas attendre longtemps avant que le hasard ne me donne un aperçu du nouvel arrivant. M'étant levé pour aller chercher un volume dans notre bibliothèque, je passai devant la porte laissée entrebâillée qui menait à l'escalier. Là, dans le clair-obscur du couloir, je distinguai une silhouette masculine, grande, vêtue d'un manteau sombre d'excellente facture. Son visage, éclairé un instant par la lueur d'une lampe, portait les marques d'une inquiétude profonde. Le pli dur de la bouche, l'œil qui scrutait les ombres avec une vigilance presque maladive, et cette main qui serrait nerveusement le rebord de son chapeau haut de forme. Je me retirai aussitôt, de crainte de paraître indiscret. Mais l'image demeura gravée dans mon esprit. Lorsque je regagnai mon siège, Holmes, sans lever les yeux, me dit d'un ton placide. « Vous venez, cher ami, d'apercevoir notre hôte ?» Sa question posée comme une affirmation me fit sourire malgré moi. « Votre description, Watson, bien qu'exacte, reste encore incomplète, » me lança Holmes, qui s'était assis de nouveau, les mains jointes sous le menton. Il me rappela, avec une acuité qui me confondit, les détails que j'avais négligés. Le revers légèrement usé du manteau, signe d'un vêtement porté plus souvent qu'on ne l'admet. La manche gauche, tachée d'un éclat plus clair, comme une goutte séchée d'encre ou de cire. Et ce mouvement nerveux de la main qui n'était pas seulement de l'anxiété, mais la marque d'un homme habitué à tenir plume ou document, plutôt qu'épée ou outil. « Nous avons affaire, conclut-il, à un individu lettré, d'une certaine distinction,
mais dont l'esprit est accablé d'un souci assez grave pour altérer son maintien. Je l'écoutais, une fois encore émerveillé par la rapidité de ses déductions, là où moi je n'avais vu qu'un visage inquiet. Pourtant, une question demeurait. Quel fardeau pouvait peser assez lourd pour troubler un homme que l'apparence sociale semblait protéger? Holmes, sans doute, se posait la même interrogation, car je vis son regard s'assombrir dans le reflet des flammes. La soirée reprit alors son cours, mais plus rien ne semblait ordinaire. Holmes, plongé dans ses réflexions, restait silencieux, tandis que je feignais de reprendre ma lecture, le cœur trop agité pour me concentrer. Au dehors, le brouillard s'épaississait sur Baker Street, et chaque bruit de fiacre ou de pas résonnait avec une intensité nouvelle. Mrs. Hodgson, d'ordinaire si discrète, montait et descendait l'escalier avec une fréquence inhabituelle, comme si la présence de son hôte exigeait d'elle une vigilance constante. L'appartement semblait partagé entre l'habituelle chaleur de notre foyer et une inquiétude diffuse, pareille à une ombre que rien ne pouvait dissiper. Holmes finit par rompre le silence. « Watson, nous avons ce soir sous notre toit un mystère qui n'a pas encore révélé son nom. Soyez assurés que demain, les premières pièces de ce puzzle commenceront à se mettre en place. » Ces paroles prononcées avec une assurance calme, bienveillante. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, j'ose vous déranger, dit-elle d'une voix plus basse qu'à l'accoutumée. Ses joues, légèrement colorées, trahissaient l'émotion qui l'agitait. Je posai ma tasse, conscient que ce trouble inhabituel annonçait une confidence de poids. Elle parut chercher ses mots, tira sur son tablier, puis enfin, leva les yeux. Je ne l'avais jamais vue aussi partagée entre son devoir de discrétion et le besoin de se confier. Cette tension, je la sentais croître dans la pièce, et Holmes, qui la scrutait attentivement, se pencha légèrement en avant, comme un prédateur devinant le mouvement prochain de sa proie. Tout indiquait qu'elle s'apprêtait à franchir une limite inhabituelle. « Il me faut vous prévenir, messieurs, » poursuivit Mrs. Hodgson, « qu'un gentleman occupe depuis hier soir mes appartements privés. » Elle prononça ces mots avec un mélange de fierté et de crainte, comme si elle-même doutait de la justesse de sa décision. Holmes haussa légèrement les sourcils mais ne dit rien, m'invitant à recueillir ses paroles. La logeuse ajouta qu'il s'agissait d'un homme de haute distinction, dont les manières raffinées et la politesse avaient plaidé en sa faveur. Il avait insisté pour ne pas loger dans un hôtel, arguant de la nécessité de discrétion dans une affaire qui le dépassait. Miss Hodgson, femme au cœur charitable, avait cédé à sa requête, sensible à son air accablé. Elle insista sur le fait qu'il se montrait un hôte irréprochable, mais sa voix se brisa lorsqu'elle ajouta qu'elle craignait de ne pas tout comprendre des motifs réels de son séjour. Holmes fit tourner sa cuillère dans sa tasse sans hâte, puis murmura « Voilà qui est singulier. Notre logeuse n'offre pas son hospitalité privée à la légère. » Je compris alors que cette simple annonce ouvrait la voie à quelques mystères plus graves qu'il n'y paraissait. À peine Mrs. Hodgson eut-elle terminé, qu'un bruit de pas feutrés se fit entendre dans le couloir. La porte s'ouvrit timidement, laissant paraître l'homme dont il était question. Grand, mince, vêtu d'un costume parfaitement coupé, il salua avec une politesse étudiée. Pourtant ses gestes, bien qu'élégants, tremblaient légèrement, et ses yeux d'un gris clair se déplaçaient sans cesse, comme traqués par une menace invisible. J'eus l'impression qu'il n'était pas un visiteur ordinaire, mais un homme en fuite intérieure, poursuivi par un spectre qu'il n'osait nommer. Sa main serrait nerveusement le rebord de sa manche, et lorsqu'il nous adressa quelques mots convenus, sa voix manqua d'assurance. Holmes, de son côté, demeurait immobile, mais je savais qu'il observait chaque mouvement avec l'acuité d'un faucon. Pour moi, simple praticien habitué à examiner des patients nerveux, il était évident que cet homme n'était pas seulement fatigué. Il portait en lui une angoisse qui dépassait de simples soucis domestiques. La scène, si courte fut-elle, me laissa une impression persistante de malaise. Et je ne pus m'empêcher de songer que cet inconnu ne nous avait pas encore révélé la moitié de son trouble. Holmes, fidèle à son habitude, ne prononça d'abord aucune remarque. Il se contenta de croiser les doigts devant son visage et d'observer l'homme avec cette fixité qui en troublait plus d'un. Le silence prolongé devint presque pesant, jusqu'à ce que Mrs. Hodgson, mal à l'aise, se décide à meubler la conversation par quelques banalités.
Mais Holmes finit par rompre ce mutisme. « Vous avez voyagé récemment, monsieur, dit-il avec calme, et pourtant vos bottines portent la poussière d'un sol qui n'appartient ni à nos routes pavées, ni à nos parcs londoniens. » L'homme tressaillit légèrement et tenta de sourire, mais son regard s'assombrit. Je reconnus ce signe infaillible. Holmes avait touché juste. Ce détail, imperceptible pour tout autre, révélait déjà un pan dissimulé de son existence. À mes yeux, ce n'était encore qu'une supposition hardie. Mais chez Holmes, la supposition n'est logeuse. Elle se tut aussitôt, confuse, et se retira quelques pas en arrière. Holmes, lui, n'intervint pas. Il fixait l'inconnu avec cette expression impénétrable qui masquait mal son intérêt grandissant. L'homme ajouta, comme pour se justifier, « Tout sera dit en temps voulu, mais je vous en conjure, n'anticipons pas. » Puis il détourna le regard, comme si la simple perspective de dévoiler la vérité l'épuisait d'avance. J'eus alors le sentiment que nous nous trouvions au seuil d'un récit plus complexe que nous ne l'avions imaginé, et que cet invité n'était pas prêt à se livrer sans réserve. L'interruption, loin de dissiper le mystère, ne fit que l'épaissir. Après quelques instants de silence, l'homme reprit une contenance plus mesurée et déclara qu'il nous exposerait l'intégralité de son affaire le lendemain. Son ton se voulait solennel, comme s'il prononçait une promesse d'honneur. « Je vous dois la vérité, » dit-il, « mais il est des circonstances qui exigent patience et prudence. » Holmes acquiesça d'un léger mouvement de tête, ce qui me surprit, car je savais combien il détestait attendre lorsqu'une énigme s'offrait à lui. Pourtant, il paraissait accepter cette réserve comme on accepte une partie d'échecs dont on devine déjà les coups à venir. Mrs. Hodgson, soulagée de voir la tension se relâcher, nous quitta pour regagner ses occupations. Mais je ne manquai pas de remarquer qu'elle gardait une expression préoccupée. Quant à l'invité, il s'inclina légèrement et se retira dans ses appartements, laissant derrière lui un parfum de mystère plus lourd encore que son silence. Lorsque la porte se referma, Holmes se leva, alla vers la fenêtre et resta longtemps immobile, le regard perdu dans la brume de Baker Street. Je compris alors que cette affaire, loin d'être ordinaire, avait déjà commencé à tisser sa toile autour de nous. Ce fut au crépuscule, alors que les lampes de Baker Street diffusaient leur clarté tamisée, que l'homme se présenta officiellement à nous. Mrs. Hodgson l'introduisit avec cette gravité particulière qu'elle réservait aux moments hors de l'ordinaire. L'étranger, elle portait le sceau du secret et du danger. L'homme, avant même de parler, imposait la conviction que son récit allait introduire une affaire plus vaste que notre logis ne semblait pouvoir contenir. « Je me nomme Sir Reginald Forbes », déclara-t-il enfin, sa voix grave tremblant à peine sur les consonnes. « J'ai servi l'amirauté pendant plus de 20 ans, jusqu'à ma retraite récente. » À ces mots, je vis Holmes esquisser léger signe d'intérêt, car l'amirauté représentait un domaine où secrets et intrigues se tissaient avec la rigueur d'un code militaire. Sir Reginald poursuivit en insistant sur sa carrière irréprochable, rappelant qu'il avait été consulté sur plusieurs affaires délicates, conservait encore la confiance de certains hauts fonctionnaires. Pourtant, son maintien altéré révélait combien l'orgueil de cette position s'était effrité sous un fardeau invisible. Il expliqua avoir quitté le service actif dans l'idée de jouir d'une retraite paisible, mais que depuis peu, des circonstances inquiétantes avaient bouleversé cette tranquillité. Holmes se pencha légèrement vers lui, ses yeux perçants semblant sonder chaque syllabe. Je perçus alors un contraste frappant. D'un côté, un homme revendiquant une réputation honorée et solidement ancrée dans les cercles officiels. De l'autre, un individu dont la voix trahissait l'ombre d'un secret trop lourd à porter. J'avais la nette impression que son nom, jadis gage de respect, risquait à présent de devenir un fardeau qu'il cherchait à protéger. Sir Reginald reprit son souffle avant de confier, d'un ton plus bas, qu'il n'était plus seul depuis plusieurs jours. « Où que j'aille, dit-il, je sens qu'on m'épie. Dans la rue, un fiacre immobile. Dans un café, un regard trop fixe. À ma porte, des pas qui s'éloignent dès que je les approche. » Il leva un instant les yeux vers Holmes, comme s'il espérait y lire une confirmation de ses propres soupçons. « Je n'ai aucun doute, » ajouta-t-il. « On cherche à m'intimider, peut-être à me faire taire. » Ces mots firent naître en moi une inquiétude sincère. Car si un ancien fonctionnaire de l'amirauté était suivi avec tant d'assiduité,
c'est que l'affaire touchait à des intérêts puissants. Holmes, impassible, se contenta de tapoter la coudoir lors d'une mission récente, avait disparu dans des circonstances qu'il ne pouvait expliquer. Il m'avait été confié à titre exceptionnel, pour vérification et classement, mais au moment de les restituer, je découvris qu'il s'était volatilisé. À ces mots, je ne pus réprimer un sursaut. De tels documents, appartenant aux archives de l'Amirauté, pouvaient contenir des informations stratégiques sur nos forces navales ou nos alliances. Holmes, toujours calme, posa une question précise. Quelles étaient la nature et l'importance de ces papiers? Sir Reginald hésita, comme s'il craignait que chaque mot ne compromît davantage sa position. Il répondit seulement que leur perte, si elle était connue, provoquerait un scandale d'une ampleur internationale. Je sentis un frisson me parcourir, car il devenait évident que notre logis de Baker Street abritait désormais une affaire qui dépassait le sort d'un seul homme. Holmes, immobile, fixait notre invité comme pour sonder la part de vérité et celle de dissimulation dans ce récit alarmant. Sir Reginald poursuivit avec une gravité croissante. Je ne puis le prouver encore, mais je soupçonne l'existence d'une conspiration étrangère. Il affirma que certains indices, des lettres anonymes, des conversations interceptées dans les couloirs du ministère, laissaient penser qu'un réseau d'espionnage sévissait au cœur même de Londres. Son visage se crispa lorsqu'il prononça ces mots, comme s'il redoutait qu'une oreille indiscrète les recueille à travers les murs. Je remarquai qu'il se retournait par moments vers la porte close, comme si sa crainte dépassait notre salon et envahissait déjà toute la maison. Holmes, d'une voix douce, lui demanda quels étaient ces indices précis. Mais l'homme secoua la tête. « Pas encore, monsieur Holmes. Il est trop tôt pour tout dire. » Cette réserve, si soudaine après tant d'aveux, laissa planer un doute inquiétant. Était-ce simple prudence, ou bien dissimulait-il plus qu'il n'admettait? Pour ma part, je sentis grandir en moi une suspicion. Cet homme, tout en cherchant notre aide, semblait vouloir. Holmes se redressa enfin et prit la parole avec cette clarté méthodique qui lui était propre. Permettez-moi quelques précisions, Sir Reginald. À quel moment exact avez-vous constaté la disparition? Qui, hormis vous, avait accès à ces documents? Quelles précautions furent prises lors de leur garde? Chaque question posée d'un ton neutre tombait comme un coup d'épée. Sir Reginald, malgré ses efforts pour répondre, laissait paraître de fréquentes hésitations. Il prétendit avoir gardé les papiers sous clé. Mais Holmes fit remarquer que la serrure, si ordinaire, pouvait être forcée aisément. L'homme affirma ensuite avoir été seul dans son bureau, mais son regard fuyant démentait cette assurance. J'assistais, fasciné, à cette joute invisible. Holmes avançait, l'autre reculait, et déjà le tissu de son récit se déchirait par endroits. Je compris que nous n'étions qu'au seuil d'un mystère plus complexe. Lorsque notre visiteur eut terminé sa déposition, un silence lourd s'abattit dans la pièce. Je sentais en moi une inquiétude croissante. Tout dans ce récit semblait grave, mais tout y respirait aussi l'inachèvement. Les détails fournis étaient trop fragmentaires, les réponses trop évasives. Holmes, fidèle à son caractère, ne laissa transparaître aucune émotion. Il demeurait assis, immobile, ses yeux mi-clos fixant le feu comme s'il y lisait les fils d'une énigme. Je devinais pourtant, à la crispation de ses lèvres, que son esprit travaillait déjà avec une ardeur fébrile. Sir Reginald, quant à lui, paraissait soulagé d'avoir parlé, mais sa posture restait tendue, comme celle d'un homme qui redoute chaque instant l'irruption d'une menace. Pour ma part, je quittais ce salon avec le sentiment que la vérité, loin d'avoir été pleinement révélée, s'était au contraire dissimulée derrière un voile plus épais encore. Lorsque Sir Reginald quitta finalement notre salon, la porte se referma dans un claquement discret qui laissa flotter derrière lui une tension presque palpable. Holmes, demeuré assis, ne prononça pas un mot. Ses mains jointes viendraient saper les fondations du récit de notre hôte. Avez-vous remarqué, Watson, la petite tache sombre sur le poignet gauche de notre invité? Dit Holmes d'une voix soudain claire. Je cherchais dans mes souvenirs. Effectivement, un éclat bleuâtre avait attiré mon attention, sans que je lui accorde l'importance qu'il méritait. Holmes poursuivit.
Ce n'était pas une ancienne souillure, mais une trace fraîche d'encre, mal essuyée. Elle n'appartenait pas à un gentleman de loisirs, mais à un homme occupé récemment à écrire ou à manipuler des documents. Je demeurai interdit devant cette précision, car Sir Reginald, en insistant sur sa retraite et son éloignement des affaires, n'avait laissé entendre aucune activité de ce genre. Voilà donc, reprit Holmes, une contradiction immédiate. L'homme veut paraître détaché de ses fonctions, mais ses vêtements portent la marque d'un travailleur de plume. Ces mots, énoncés avec calme, semblaient pour lui aussi évidents que la fumée qui s'élève d'une pipe. Pour moi, il s'agissait d'une première fissure dans l'image honorable que le visiteur avait tenté de projeter. Je sentis déjà que l'édifice de sa respectabilité ne tiendrait pas sous l'œil scrutateur de mon compagnon. Holmes se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta près de la fenêtre. « Vous avez sans doute aussi remarqué son manteau, Watson, » reprit-il. Je me rappelais vaguement une coupe impeccable, mais rien de plus. Eh bien, il portait sur le flanc gauche un pli irrégulier, peu compatible avec un vêtement de cette qualité. Ce pli indiquait qu'il avait transporté un objet rectangulaire, rigide, glissé contre son corps sous le manteau. Holmes marqua une pause puis ajouta « Or, un gentleman venu demander conseil ne se promène pas avec des paquets dissimulés contre sa personne, sauf à craindre qu'il ne soit découvert ailleurs. » Cette observation fit jaillir dans mon esprit l'image d'un homme en fuite, serrant contre lui le fruit de son imprudence. Je fus une fois encore frappé par l'extraordinaire acuité de Holmes alluma sa pipe, aspirant une bouffée avant de reprendre. Il y a aussi cette odeur qui l'accompagnait. Je crus d'abord qu'il parlait de l'odeur ordinaire du tabac anglais, si répandu dans nos rues. Mais Holmes secoua la tête. Ce n'était pas du tabac de Virginie ou du tabac turc courant. C'était un mélange plus rare, oriental, dont l'arôme âcre et sucré ne trompe pas un nez exercé. Je restai songeur. Sir Reginald avait pourtant évoqué son attachement aux habitudes britanniques les plus strictes, insistant sur son mode de vie simple et mesuré. Pourquoi donc, continua Holmes, un homme qui se proclame si attaché à nos traditions, fumerait-il un tabac venu des ports de la Méditerranée orientale? La question resta suspendue dans l'air, lourde de suspicion. Pour moi, elle ajoutait une nouvelle ombre sur la sincérité du récit de notre visiteur. Pour Holmes, je le compris à son regard brillant. Elle était une pièce supplémentaire dans un puzzle qu'il assemblait avec une patience implacable. Holmes, après avoir énuméré ses indices, se rassit et prit la parole avec une lenteur calculée. « Nous avons Watson, un homme qui prétend vivre retiré, mais dont le poignet trahit l'usage récent de la plume, qui se présente sans fardeau, mais dont le manteau porte la marque d'un paquet dissimulé, qui se proclame patriote dans ses habitudes, mais qui s'entoure de parfums venus d'Orient. » Chaque phrase tombait comme un coup de marteau sur l'armure de respectabilité que l'invité s'était construite. Je restais silencieux, car je savais qu'il n'attendait pas de réponse. « Ajoutez, continua-t-il, que son discours, si soigneusement pesé, fut parsemé de silence là où la vérité eût exigé la clarté. Un tel ensemble de contradictions ne peut être le fruit du hasard. » Il se tut, les yeux mi-clos, savourant sa propre démonstration. Je compris qu'il nous restait encore à découvrir l'ampleur de ce que cachait Sir Reginald. Pour l'heure, nous ne tenions que les fils épars d'une toile plus vaste, et déjà leur enchevêtrement encore qu'au début. Les faits, implacables, viendront à nous si nous savons les observer. Ces paroles, prononcées avec calme, ne dissipèrent pas tout à fait mon inquiétude. Mais elles éveillèrent en moi cette curiosité irrésistible qui me liait depuis toujours à ces enquêtes. Car déjà, je sentais que nous marchions sur un terrain où la loyauté, la trahison et la peur se disputaient chaque pas. Ce fut dès l'aube, alors que Londres s'éveillait à peine sous un manteau de brume, que Holmes m'entraîna à sa suite. La rosée mouillait encore les pavés, et les fiacres passaient en silence, leurs roues étouffées par l'humidité. Je connaissais ce pas vif de mon compagnon. Il trahissait un esprit en ébullition, pressé d'aller confronter ses intuitions aux réalités du terrain. Nous traversâmes Regent Street, puis descendîmes vers le fleuve,
croisant les silhouettes affairées des premiers employés gagnant leur bureau. Holmes demeurait presque muet, son regard se fixant parfois sur une enseigne, parfois sur la silhouette d'un passant, comme si chaque détail pouvait nourrir son raisonnement. Je le suivais, songeur, ruminant encore les contradictions qu'il avait relevées la veille chez Sir Reginald. Le brouillard épaississait notre marche, enveloppant Whitehall d'une atmosphère spectrale, comme si la ville elle-même dissimulait ses secrets derrière un voile opaque. Quand nous atteignîmes enfin le quartier des ministères, je sentis que nous pénétrions dans le cœur palpitant de l'Empire, là où se décidaient les affaires les plus graves, et que nous allions bientôt toucher du doigt la matière concrète de ce mystère. Les façades monumentales de l'amirauté se dressèrent devant nous, froides et impassibles comme des juges de pierre. Je ne pouvais m'empêcher de songer que derrière ces murs austères se cachaient tant de décisions qui engageaient la flotte de Sa Majesté, et avec elle, la sécurité du pays. Les colonnes grises, noircies par la fumée des lampes et le temps, donnaient au lieu un caractère de sévérité que je n'avais que rarement ressenti ailleurs. Holmes, qui semblait insensible à la solennité de l'endroit, promenait son regard d'une fenêtre à l'autre, s'arrêtant sur les moindres détails. Une marche récemment usée, une poignée polie par trop de mains, ou encore l'empreinte de bottes fraîches sur la pierre humide. Son œil s'animait à chaque découverte muette, et je savais qu'il engrangeait ses observations comme autant de pièces à ajouter à son échiquier mental. Je me sentais presque écrasé par l'atmosphère de pouvoir qui régnait ici, tandis que mon compagnon, lui, semblait s'y mouvoir comme un esprit libre, en quête d'un indice perdu. C'est ainsi que nous franchîmes les lourdes portes de l'amirauté, le cœur partagé entre la curiosité et un vague pressentiment d'orage. À l'intérieur, les couloirs s'étendaient comme un labyrinthe solennel, tapissé de boiseries sombres et de portraits sévères d'amiraux passés. Nous fûmes introduits auprès d'un fonctionnaire, un certain monsieur Hargreaves, que Sir Reginald avait jadis côtoyé. Son accueil, bien que courtois, me parut empreint d'une gêne difficile à dissimuler. Il nous serra la main avec chaleur, mais ses yeux évitaient soigneusement ceux de Holmes, et ses phrases semblaient calculées pour ne rien dire de compromettant. « L'affaire dont vous venez vous enquérir est délicate, » dit-il en baissant la voix, comme si les murs eux-mêmes pouvaient trahir ses paroles. Holmes l'écouta sans interrompre, observant son interlocuteur avec une fixité tranquille. Je vis, à la sueur qui perlait sur le front de Hargreaves, que la présence de mon compagnon le mettait mal à l'aise. Il insista sur son respect pour Sir Reginald, mais glissa entre deux phrases, glissant d'un détail à l'autre, avec cette précision d'horloger qui lui appartenait. Il passa son doigt sur la serrure du tiroir, en observa les griffures récentes, et fit remarquer que l'angle du bois portait la marque d'un instrument métallique. Il s'accroupit ensuite près du tapis, où il trouva des traces de cire tombées en gouttelettes, indice d'une bougie utilisée dans une inspection nocturne. Enfin, il souleva un registre et découvrit une empreinte de doigt encore nette sur la couverture, comme si elle avait été laissée par une main pressée et maladroite. « Voilà, Watson, » dit-il calmement. « La pièce nous parle, si nous savons l'écouter. » Je demeurais fasciné. Là où je ne voyais qu'un simple bureau, Holmes déchiffrait déjà l'histoire d'une intrusion, et peut-être celle d'une trahison. Alors que nous quittions le bureau, Holmes s'arrêta net dans le couloir, attiré par deux employés que Hargreaves nous présenta à la hâte. Le premier, un jeune commis au regard fuyant, répondit d'une voix hésitante aux questions posées. Il affirma n'avoir rien remarqué d'anormal, mais son front humide et ses doigts qui triturèrent nerveusement son carnet trahissaient une agitation que ses paroles contredisaient. Le second, un secrétaire plus âgé au contraire, parla abondamment, trop peut-être, comme s'il voulait étouffer le silence du premier. Il mentionna avoir vu, la semaine précédente, des allées et venues nocturnes près du bureau, mais se reprit aussitôt en déclarant qu'il devait se tromper. Holmes écoutait sans interrompre, ses yeux passant de l'un à l'autre avec une fixité qui m'intimidait moi-même. Voilà deux témoignages qui s'annulent tout en éveillant le soupçon, me glissa-t-il plus tard. Pour moi, ces contradictions révélaient surtout la peur que ces hommes nourrissaient envers une autorité invisible. Pour Holmes, elles signalaient déjà la présence d'un secret que nul ne voulait assumer. Lorsque nous quittâmes l'amirauté, l'air extérieur,
chargé d'humidité, me parut plus lourd encore que celui des couloirs boisés. Holmes, silencieux, avançait d'un pas égal, mais je remarquai qu'il ralentissait parfois pour mieux observer les passants. « Ne vous retournez pas brusquement, Watson, » dit-il d'une voix basse, « mais nous sommes suivis. » Mon cœur s'accéléra, et je fis mine de contempler une vitrine pour jeter un coup d'œil discret derrière nous. Un homme, vêtu d'un manteau sombre et d'un chapeau rabattu, marchait à distance régulière. Il feignait l'indifférence, mais son insistance à maintenir le même écart avec nous trahissait son dessein. Nous traversâmes 2 rues, et je constatai qu'il persistait, se fondant dans la foule clairsemée. Holmes, sans manifester la moindre émotion, modifia notre itinéraire, nous faisant passer par des ruelles étroites. L'homme suivit encore, mais avec une maladresse que mon compagnon jugea d'un haussement de sourcils. Ce n'était pas le pas tranquille d'un flâneur londonien, mais celui, plus heurté, d'un étranger mal accoutumé à la ville. L'ombre du soupçon grandissait, ce suiveur n'était pas un hasard. À l'angle d'une rue plus dégagée, Holmes ralentit volontairement, offrant au suiveur l'occasion de se découvrir davantage. L'homme, pris de court, hésita, puis reprit sa marche avec un effort visible pour conserver son rôle. Holmes me souffla. Observez sa démarche. Le genou gauche trop raide, l'épaule tirée en arrière. Voilà un militaire, mais non de notre armée. Je fus frappé de voir combien un simple pas pouvait trahir l'origine d'un individu. Holmes poursuivit. Son manteau est d'une coupe continentale, son chapeau trop bas pour nos usages. Ajoutez à cela le tabac qu'il allume, dont l'odeur forte me rappelle les quais de Hambourg, et vous obtenez le portrait d'un agent étranger. L'homme, sentant peut-être qu'il était percé à jour, bifurqua soudain dans une rue adjacente et disparut dans la brume. Je demeurai interdit, partagé entre le soulagement et la tranquillité, qui aurait dû inspirer un certain repos, éveillait en moi un malaise que je ne parvenais pas à expliquer. Holmes, absorbé dans ses notes, ne semblait pas partager mon trouble, mais je savais que son silence prolongé cachait souvent une activité intérieure intense. Il me parut alors que la ville tout entière retenait son souffle, comme en attente d'un événement imminent. Et dans ce calme pesant, je crus discerner la première vibration d'une inquiétude plus sombre qui allait bientôt s'imposer à nous. Alors que je continuais à observer le brouillard, un mouvement attira soudain mon attention. Près de notre porte, une silhouette indistincte se tenait debout, immobile, une lanterne à la main. La lumière, vacillante, projetait des ombres déformées qui semblaient flotter dans l'air saturé d'humidité. Je me levai instinctivement, le cœur battant, et cherchai à distinguer les traits de cette présence. Mais déjà, la figure disparut dans le brouillard, comme absorbée par lui. Je demeurai un instant interdit, me demandant si je n'avais pas été victime d'une illusion d'optique. Pourtant, je savais trop bien que mes yeux n'avaient pas inventé cette lueur étrange, ni cette posture attentive. Lorsque je rapportai le fait à Holmes, il leva à peine les yeux de ses papiers, se contentant d'un murmure. L'ombre guette souvent là où l'on croit la quiétude, Watson. Sa voix, basse et ferme, n'eut pas pour effet de me rassurer. Bien au contraire, elle fit naître en moi la conviction que ce n'était pas une simple vision nocturne, mais l'indice tangible d'une surveillance qui s'installait autour de notre logis. Le lendemain matin, Mrs. Hudson vint nous trouver, le visage marqué par une inquiétude inhabituelle. Elle déclara qu'au cours de la nuit, alors qu'elle descendait chercher de l'eau, elle avait entendu des pas dans l'escalier, des pas qui s'étaient arrêtés net lorsqu'elle avait allumé sa lampe. Elle s'était alors persuadée qu'un intrus s'était introduit dans la maison, mais n'avait osé pousser plus loin ses recherches. Sa voix tremblait encore lorsqu'elle nous fit part de cette confidence. Holmes, d'ordinaire si prompt à commenter et à partager ses hypothèses, demeura ce jour-là dans un mutisme étrange. Il passa des heures à examiner des cartes étalées sur la table, annotant certains points au crayon, effaçant d'autres d'un geste impatient. Son regard se fixait tour à tour sur les documents et sur le feu de la cheminée, comme s'il cherchait à faire coïncider les 2 images dans son esprit. Je le connaissais assez pour deviner que sa pensée s'avançait déjà plus loin que mes soupçons. Pourtant, son silence me pesait, car il me laissait à l'écart d'une réflexion dont je ne percevais encore que des fragments. Je crus remarquer,
à la crispation de ses lèvres et au froncement de son front, qu'il s'approchait d'une conclusion, mais que celle-ci devait être lourde de conséquences. Lorsque je tentais de l'interroger, il me répondit d'une phrase évasive. « Watson, il est des vérités que l'on doit préparer avant de les entendre. » Cette réplique énigmatique ne fit qu'accroître mon inquiétude. À la tombée du soir, alors que je pensais qu'il se déciderait enfin à partager ses réflexions, Holmes se leva brusquement, passa son manteau et annonça qu'il devait sortir. Aucune explication, aucun détail, seulement ce ton ferme qui ne souffrait pas de questions. « Je ne serai pas long », ajouta-t-il, mais son regard trahissait une détermination que je connaissais trop pour la prendre à la légère. Je restai seul dans le salon, les flammes se reflétant sur les vitres opaques du brouillard extérieur. Chaque minute me parut une heure, et l'absence de bruit dans la rue rendait l'attente plus angoissante encore. J'essayais de lire, mais mes pensées revenaient toujours vers la silhouette de l'homme à la lanterne et les pas entendus dans l'escalier. Holmes, plongé dans je ne sais quelle enquête secrète, s'exposait peut-être à un danger dont je ne pouvais mesurer l'étendue. Je me surpris à écouter avec une attention maladive le moindre craquement du bois ou le moindre souffle du vent, cherchant à deviner si ce n'était pas le signe d'un retour ou d'une menace. Cette attente solitaire devint suspecte. Je tentai de la rassurer, tout en sachant que mes propres certitudes vacillaient. Holmes, absent, me laissait face à une angoisse que je n'osais lui avouer. Étions-nous épiés par de simples curieux, ou bien par l'un de ces agents étrangers dont il avait déjà évoqué la menace? Le mystère demeurait entier, mais la certitude d'un danger approchant se faisait plus oppressante. Lorsque je m'allongeai enfin pour trouver un peu de repos, je restai longtemps éveillé, le regard fixé sur les ombres mouvantes qui dansaient au plafond, persuadé que cette nuit-là ne serait pas paisible. Je me souviens distinctement de ce matin-là, où la lumière de l'aube peinait à se frayer un chemin à travers les rideaux chargés de brouillard. Holmes, vêtu de son manteau gris et de son éternel chapeau, quitta brusquement notre logis sans un mot d'explication. J'eus à peine le temps de l'apercevoir refermer la porte, sa silhouette se fondant aussitôt dans la brume de Baker Street. Ce n'était pas la première fois que mon compagnon s'éclipsait sans prévenir, mais je fus frappé par la gravité de son regard lorsqu'il posa un instant ses yeux sur moi avant de disparaître. Il y avait dans cette expression quelque chose d'énigmatique, comme un adieu silencieux ou une promesse d'éclaircissements à venir. Resté seul, je demeurai quelques minutes interdit, le cœur partagé entre l'habitude de ces escapades solitaires et une inquiétude plus sourde, éveillée par l'atmosphère oppressante qui entourait déjà notre enquête. Jamais peut-être son départ n'avait semblé si lourd de pressentiments. La journée s'écoula avec une lenteur inhabituelle, chaque heure marquée par l'absence de nouvelles de Holmes. D'ordinaire, même lorsqu'il s'absentait pour ses démarches secrètes, il trouvait toujours le moyen de me transmettre un mot ou une consigne. Mais ce jour-là, rien. Pas un message, pas un indice de sa part. Le temps s'étira comme une corde trop tendue, prête à rompre. Je tentais de me distraire par la lecture ou par quelques notes consignées dans mon journal, mais mon esprit revenait toujours vers cette porte close derrière laquelle il s'était volatilisé. Le silence de Baker Street, à peine troublé par le tic-tac de l'horloge et le bruit lointain des sabots de chevaux, ne faisait qu'alourdir mon inquiétude. Chaque bruit de pas dans la rue me faisait espérer un retour, chaque voix étouffée sous mes fenêtres me donnait l'illusion d'un signe. Et pourtant, les heures passèrent, toutes semblables, toutes marquées par ce vide que la présence de Holmes comblait d'ordinaire si naturellement. Je commençais à redouter qu'il se fût aventuré dans une affaire dont la gravité dépassait encore ce qu'il avait laissé paraître. Si mon inquiétude grandissait, elle se reflétait également dans l'attitude de notre mystérieux pensionnaire. Cet homme, dont le maintien habituel se voulait digne et mesuré, laissait désormais percer une agitation impossible à dissimuler. Je le vis à plusieurs reprises jeter des coups d'œil furtifs à travers les rideaux de sa chambre, comme s'il craignait d'apercevoir un poursuivant. À d'autres moments, il refermait sa porte avec une insistance maniaque, tournant 2, parfois 3 fois la clé dans la serrure. Ses pas résonnaient nerveusement sur le plancher, et j'entendais parfois le grincement précipité de son fauteuil, preuve qu'il se relevait brusquement à la moindre alerte. Ses traits, autrefois marqués par une réserve froide,
s'était assombrie d'une inquiétude presque maladive. Cette nervosité ne faisait qu'accroître mes soupçons sur la véracité de son récit. Car s'il avait réellement été la victime innocente d'une conspiration, il aurait trouvé dans la présence de Holmes et dans le refuge de Bonomi, était creusé par une inquiétude sincère. Je fis de mon mieux pour la rassurer, parlant du génie de Holmes et de sa capacité à toujours se tirer des situations les plus épineuses. Mais je sentis bien que mes paroles n'avaient pas la force de calmer ses craintes. Dans le silence qui suivit, je pris conscience que la maison tout entière vivait sous l'emprise de cette tension. Le moindre bruit de serrure, le moindre pas sur les pavés résonnait comme une menace. Et moi-même, malgré ma volonté de montrer un visage confiant, je ne pouvais chasser l'idée que nous étions assiégés par des forces invisibles. La nuit suivante fut pour moi une épreuve plus lourde encore. Assis près de la fenêtre, je guettais le moindre signe du retour de Holmes, mais ce fut une toute autre présence que je crus percevoir. À plusieurs reprises, un bruit sec résonna près de l'immeuble. Le craquement de pas sur le gravier, vite étouffé, comme si quelqu'un s'éloignait dès que je m'approchais. Je crus aussi distinguer une ombre mouvante sur le trottoir d'en face, se confondant avec la brume. Le souffle de ma propre respiration me paraissait soudain trop fort dans ce silence oppressant. Mrs. Hudson, éveillée elle aussi, monta me trouver et me confia qu'elle avait perçu les mêmes bruits, ce qui ne fit qu'accroître mon angoisse. Je tentai d'ouvrir la fenêtre pour surprendre l'intrus, mais il n'y avait plus rien qu'un brouillard impénétrable et la pâle lueur d'un réverbère. J'avais beau me raisonner, chaque craquement du bois, chaque sifflement du vent me paraissait suspect. Je compris alors combien l'absence de Holmes pesait sur moi. Son seul regard, son seul jugement, aurait suffi à trancher entre l'imaginaire et le réel. Sans lui, je n'avais que mes doutes, et ceux-ci se changeaient peu à peu en obsession. Lorsque l'aube se leva de nouveau, ma première pensée fut d'espérer voir entrer Holmes par la porte du salon. Mais la journée s'écoula sans le moindre signe de sa part. Un second jour de silence, et cette fois l'angoisse se mua en véritable crainte. Je commençais à imaginer les pires scénarios, une embuscade, une attaque dans quelque ruelle obscure, ou pire encore, un piège tendu par ces agents étrangers que nous soupçonnions. J'essayais de m'occuper en rédigeant quelques notes médicales, mais la plume me tomba des mains à plusieurs reprises, tant mes pensées revenaient obstinément vers lui. Le pensionnaire, de son côté, semblait s'enfermer dans une angoisse grandissante, et je le surpris à murmurer des phrases incohérentes en arpentant sa chambre. Mrs. Hudson, inquiète pour nous tous, redoublait de précautions, fermant les volets plus tôt et vérifiant les verrous de chaque porte. Mais rien de tout cela ne parvenait à calmer mon trouble. Car ce n'était pas seulement l'absence de nouvelles qui me pesait, c'était le silence absolu de Holmes, ce silence qui ressemblait à une absence du monde, comme si un voile s'était abattu entre nous. Je sentais confusément que ce vide annonçait une révélation redoutable. Au matin du 3e jour sans nouvelles de Holmes, je me sentis gagné par une inquiétude si lourde qu'il me devint impossible de demeurer enfermé davantage. L'atmosphère de Baker Street, imprégnée de silence et d'attente, semblait se refermer sur moi comme une prison invisible. Je décidai donc de sortir prendre l'air, espérant que le mouvement et le spectacle de la rue parviendraient à apaiser mes pensées. Le brouillard restait dense, mais les fiacres commençaient à circuler plus nombreux, et les vendeurs de journaux criaient les manchettes du jour, leurs voix éraillées se perdant dans la grisaille. Je marchais sans but précis, descendant vers les ruelles adjacentes, me laissant guider par l'instinct plus que par la raison. Chaque visage que je croisais me paraissait chargé d'un secret, et je m'étonnais moi-même de voir à quel point l'absence de mon ami avait exacerbé ma méfiance. Pourtant, avoir sur lui l'effet d'un ordre. Je demeurais à distance, me réfugiant dans l'ombre d'une devanture, retenant mon souffle pour ne pas me trahir. Ce que je voyais contredisait déjà la prudence affichée par le prétendu fonctionnaire en quête de refuge, car au lieu de craindre l'extérieur, il s'y aventurait pour rencontrer, en secret, un inconnu dont la mine n'avait rien de rassurant. Plus je les observais, plus je me convainquais que je n'étais pas témoin d'une simple entrevue fortuite, mais bien d'un entretien clandestin. Mon cœur battait à tout rompre. Je craignais d'être découvert et de compromettre l'avantage de ma position. Mais je ne pouvais détourner les yeux de cette scène.
La conversation, jusque-là basse et contenue, monta soudain d'un ton. Je distinguais clairement les inflexions du pensionnaire, qui, emporté par sa nervosité, oubliait de se maîtriser. Quelques bribes me parvinrent à travers le brouillard. Il y était question de documents, de promesses non tenues, et d'argent qui devait arriver. Ces mots, prononcés à la hâte, contredisaient brutalement l'histoire qu'il avait livrée à Holmes, celle d'un homme accablé par une conspiration étrangère. Ici, ce n'était plus une victime que j'entendais, mais un complice pris dans une tractation douteuse. L'inconnu répliqua d'une voix dure, menaçante, mais ses paroles se perdirent avant d'arriver jusqu'à moi. Je vis alors le pensionnaire lever les bras dans un geste de protestation, ses traits déformés par la peur autant que par la colère. Une tension croissante s'installa, si palpable que j'eus l'impression qu'une bagarre allait éclater d'un instant à l'autre. Je me demandais s'il me fallait intervenir ou rester tapi dans l'ombre. Mon instinct me conseillait la prudence, mais ma conscience hurlait qu'il n'était plus possible d'ignorer la duplicité de cet homme. Soudain, l'inconnu, jusque-là d'un calme glacial, saisit avec violence le bras de notre pensionnaire. Le geste fut si brusque que je crus entendre un cri étouffé. L'homme, d'une poigne implacable, semblait vouloir imposer son autorité par la force plus que par les mots. Le visiteur tenta de se dégager, mais son effort manquait de vigueur, trahissant davantage la crainte que la rébellion. Je me sentis moi-même prêt à bondir hors de ma cachette pour lui porter secours. Pourtant, une voix intérieure me retint. Intervenir eût signifié révéler ma présence et compromettre l'observation de cette scène capitale. J'eus alors conscience de la douloureuse responsabilité qui m'incombait. Demeurer témoin silencieux alors que la brutalité se déchaînait sous mes yeux. Les paroles échangées, quoique brouillées par l'agitation, laissaient deviner des menaces voilées, entrecoupées de supplications. Mon sang bouillonnait, mais je restais immobile, crispé, convaincu que l'essentiel n'était pas d'interrompre cette rencontre, mais de la comprendre. La violence, plus encore que les mots, révélait une vérité insoupçonnée sur leur rapport, celui d'une dépendance inquiétante entre maître et complice. Lorsque l'inconnu desserra enfin son étreinte, je vis le pensionnaire redresser la tête d'un mouvement sec. Ses traits, que j'avais toujours connus empreints d'une inquiétude de victime, s'étaient soudain durcis. Ses yeux lançaient un éclat froid, calculateur, et ses lèvres crispées semblaient prêtes à prononcer non plus des excuses, mais des ordres. L'espace d'un instant, je crus découvrir sous le voile tremblant de l'angoisse une nature bien plus résolue, peut-être même impérieuse. Était-ce donc là le véritable visage de notre hôte? Le doute s'insinua en moi, glaçant mon cœur. Car cet homme, que nous avions accueilli en protecteur, se révélait capable d'une énergie et d'une duplicité qui contredisaient le rôle de persécuté qu'il s'était donné. Je compris que l'apparente faiblesse n'était peut-être qu'un artifice, un masque savamment entretenu pour éveiller logis. Mais à quel prix? Et avec quel secret désormais plus lourd que jamais? Je demeurais seul dans la ruelle, secoué par ce que je venais de voir. Mon esprit s'emplissait de questions pressantes. Qui était réellement cet homme? Était-il victime ou manipulateur? Les contradictions de son attitude, la peur mêlée à l'autorité, l'accusaient plus qu'elle ne l'innocentait. Je me promis de ne rien révéler encore à Mrs. Hudson, afin de ne pas accroître ses craintes. Mais en moi-même, je résolus d'attendre le retour de Holmes. Lui seul saurait lire dans ses comportements contradictoires et donner sens à ce que mes yeux, malgré leur vigilance, ne pouvaient expliquer. Dans ce silence après la tempête, je sentis combien la vérité, encore voilée, approchait à grands pas. Ce fut au matin du 3e jour, alors que je commençais à redouter le pire, que la porte du 221B s'ouvrit enfin pour laisser entrer Holmes. Son visage, tiré par la fatigue, portait les marques d'un labeur acharné et de veille prolongée. Pourtant, ses yeux brillaient d'un éclat particulier, celui d'une certitude acquise et d'une victoire à demi remportée. Je me précipitai vers lui, soulagé, et il me salua d'un signe de tête, comme s'il s'absentait depuis quelques heures seulement. « Tout va bien, Watson, » dit-il d'une voix ferme. J'ai suivi la piste là où elle devait me mener. Il ôta son manteau humide, secoua la brume de ses épaules, puis se laissa tomber dans son fauteuil avec un soupir bref, non de lassitude, mais de contentement. Je voulus le presser de questions, mais son regard me retint aussitôt.
Il avait encore une pièce à poser avant de livrer son tableau complet. Malgré l'épuisement visible, je reconnus dans son maintien cette assurance tranquille qui précédait toujours ses révélations. Pour la première fois depuis des jours, je sentis renaître en moi l'espérance que la vérité, enfin, allait se dévoiler. Quelques instants plus tard, Holmes demanda d'un ton sans appel que Mrs. Hudson, notre pensionnaire et moi-même, nous réunissions dans le salon. L'air solennel de sa voix m'impressionna aussitôt. Arrangé. Le pensionnaire tressaillit, et je crus voir son visage se durcir dans une action de défi. Mais Holmes, impassible, paraissait maître d'un jeu dont il contrôlait chaque mouvement. Je compris alors que nous étions au seuil d'une révélation capitale, dont les conséquences dépasseraient sans doute les murs de ce salon. Holmes commença avec ce calme implacable qui lui était propre. Il rappela d'abord les déclarations du pensionnaire, sa prétendue retraite paisible, ses habitudes immuables, et l'attaque soudaine d'ennemis invisibles. Puis, d'une voix claire, il énuméra les contradictions flagrantes. « Vous parliez d'une vie retirée, dit-il. Pourtant une tache d'encre récente trahissait une activité de bureau. Vous vous prétendiez sans attache, mais le pli de votre manteau démontrait que vous transportiez des documents. Vous clamiez votre fidélité aux traditions anglaises, et cependant, l'odeur persistante de tabac oriental vous trahissait. Chaque phrase tombait comme un coup de marteau, et je vis les mains du pensionnaire se crisper sur les accoudoirs du fauteuil. Holmes ne haussait pas la voix, mais son ton implacable réduisait peu à peu les défenses de l'homme. Tout récit, monsieur, se juge non à ses ornements, mais à ses fissures. Et les vôtres sont béantes. Je sentis un frisson courir le long de mon dos, car je savais que ces observations, que je n'avais pas su interpréter, dessinaient désormais une image nouvelle et redoutable. Le masque d'innocence de notre invité se fissurait à vue d'œil. Holmes fit alors un geste lent et sortit de sa poche une liasse de papier, soigneusement pliée, ainsi qu'un petit objet métallique. « Voici, poursuivit-il, ce que j'ai recueilli lors de mes recherches nocturnes. » Il déplia les feuilles et les posa devant nous. Il s'agissait de correspondances en langue étrangère, dont certains passages révélaient clairement des allusions à l'amirauté. L'objet, quant à lui, était une clé grossièrement limée, portant encore des traces de cire. Cette clé fut retrouvée non loin du bureau de Whitehall, et ses lettres, dans les mains d'un intermédiaire dont je vous épargnerai le nom. Toutes portent la même signature chiffrée que j'ai reconnue sur vos propres effets. Le pensionnaire pâlit, son regard oscillant entre colère et effroi. Holmes continua, implacable. Vous avez tenté de jouer le rôle du persécuté pour détourner. Le timbre de sa voix manquait de la fermeté qu'apporte la vérité. Et je sentis, tout comme Mrs. Hudson, que la comédie touchait à sa fin. Holmes, impassible, se contenta de le fixer avec cette froideur analytique qui désarme les âmes coupables. Plus l'homme s'agitait, plus il s'enfonçait dans ses contradictions, jusqu'à ce que, haletant, il se rassaille brusquement, les traits ravagés par la panique. Ce fut là, sans besoin d'autre démonstration, que la supercherie se révéla dans toute sa nudité. La prétendue victime s'avérait être un acteur maladroit d'une pièce dont Holmes connaissait déjà le dénouement. Je compris alors la clairvoyance de mon ami. Il avait prévu ce moment comme on prévoit la chute d'un rideau. Holmes reprit aussitôt la parole, d'un ton ferme mais mesuré. « Vous ne travaillez pas seul, dit-il, et vos craintes d'être suivi n'étaient pas infondées. Mais ce n'étaient point des persécuteurs imaginaires. C'étaient vos propres complices, veillant à ce que vous ne déviiez pas de la mission confiée. » Puis, se tournant vers moi, il ajouta « Voyez, Watson, comme les fils d'une conspiration étrangère s'entrecroisent jusque dans le cœur de Londres. » Il expliqua alors que les documents disparus de l'amirauté avaient transité par des mains obscures, reliés à un réseau d'espionnage continental. Le pensionnaire, loin d'être une victime, s'était présenté à nous dans l'espoir d'évaluer la progression des enquêtes et de détourner les soupçons. Holmes, d'un geste précis, montra comment chaque indice matériel confirmait ses liens. La clé limée, les lettres interceptées, l'odeur de tabac importé, autant de traces d'un passage fréquent dans des cercles douteux. L'homme, accablé, ne put que baisser la tête. Je sentis un frisson m'envahir en songeant que notre logis, havre de sécurité,
avait servi de refuge à un agent d'une machination menaçant l'Empire tout entier. Le silence qui suivit cette révélation pesa lourdement sur nos esprits. Je me surpris à contempler tour à tour Mrs. Hudson, dont les mains tremblaient malgré sa dignité habituelle, et le misérable personnage affaissé dans son fauteuil, désormais privé de son masque. Quant à Holmes, il demeurait d'une sérénité impressionnante, comme si chaque élément avait trouvé sa place dans l'édifice de la vérité qu'il venait d'ériger. Pour ma part, j'étais partagé entre la stupeur et une sorte d'admiration inquiète. Je mesurais la précision presque inhumaine de la méthode de Holmes, capable de débusquer, derrière les dehors les plus honorables, une corruption insoupçonnée. Mais je ressentais aussi l'ombre glaciale d'un danger qui avait rôdé à quelques pas de nous. Mon esprit troublé se perdit dans la réflexion. Combien d'autres visages, respectés et polis, dissimulaient de semblables trahisons? L'air du salon, chargé d'une tension électrique, me paraissait irrespirable. Je compris alors pourquoi Holmes, malgré ses triomphes, gardait souvent une expression mélancolique. Caler la vérité, c'était aussi contempler de près la noirceur humaine. Et dans ce moment, je sentis que la loyauté, vertu simple et sans éclat, était peut-être le plus précieux rempart de notre civilisation fragile. À peine Holmes eut-il achevé sa démonstration que l'on frappa vigoureusement à la porte. 2 inspecteurs, accompagnés d'agents en uniforme, firent irruption dans notre salon. Ils n'avaient pas été appelés à la hâte. Holmes, avec cette prévoyance qui lui est coutumière, avait déjà communiqué aux autorités ses soupçons ainsi que les preuves qu'il avait réunies. L'homme, encore assis, pâlit en voyant les insignes officiels. Il tenta une dernière protestation, mais sa voix mourut dans un murmure. On lui passa les menottes avec une fermeté implacable, et je crus voir dans son regard à la fois la rage de l'orgueil brisé et la résignation de celui qui sait sa cause perdue. Le contraste entre sa dignité feinte des jours précédents et son abattement présent me frappa vivement. Holmes, impassible, ne se permit aucun mot de triomphe, qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, car l'art de la dissimulation était l'arme même de ceux qui vivent de ruse et de trahison. Je tentai de la réconforter à mon tour, lui rappelant combien sa sollicitude constante avait souvent adouci nos jours d'enquête et de fatigue. Alors, ses yeux s'emplirent de larmes. Mais je devinais qu'elle n'était plus seulement de honte, mais de soulagement. Elle exprima sa gratitude envers Holmes, reconnaissant que sans lui, la maison entière aurait pu être compromise par ce dangereux pensionnaire. Ce fut pour moi un moment de grande humanité. Voir notre logeuse, si discrète d'ordinaire, révéler une telle vulnérabilité, me rappela combien les simples foyers londoniens peuvent être effleurés par les ombres menaçantes de la grande politique. La soirée s'avançait, et nous demeurions dans le calme retrouvé du salon de Baker Street. Holmes, tirant une bouffée de sa pipe, se tourna vers moi avec cet air de contentement réfléchi qu'il prenait toujours après un dénouement. « Voyez-vous, Watson, dit-il, chaque détail, si infime qu'il paraisse, forme une mosaïque de vérité lorsqu'on sait l'assembler. » Il reprit alors, avec une précision presque didactique, la succession des indices. La tache d'encre révélant une activité secrète, le pli du manteau trahissant un transport clandestin, l'odeur de tabac étranger, incompatible avec ses prétentions d'anglophile. Chacun de ces éléments, isolés, aurait semblé insignifiant. Réunis, ils dessinaient l'image d'un homme pris dans les raies d'un complot. Je l'écoutais avec une admiration renouvelée, songeant combien sa logique implacable se combinait à une intuition singulière. Mrs. Hudson, attentive, hochait la tête, comme pour sceller dans sa mémoire les leçons d'une vigilance accrue. Et moi, je sentais que l'affaire, tout en se concluant, ouvrait pour moi un champ de réflexion sur la fragilité des apparences. Holmes conclut. L'art du détective, mon cher Watson, n'est pas de voir ce que nul ne voit, mais de comprendre ce que tous regardent sans percevoir. Holmes reprit d'un ton plus grave. L'espionnage étranger, bien sûr, n'est pas à négliger. Mais souvenez-vous que la racine de cette affaire réside moins dans la pression d'un gouvernement rival que dans l'ambition personnelle d'un homme. Il expliqua comment notre hôte n'avait pas d'abord été recruté par contrainte, mais par appât du gain. Les documents de l'amirauté représentaient pour lui une monnaie d'échange, un trésor dont il espérait tirer profit auprès de mains étrangères. L'avidité, Watson,
est un poison plus subtil que la peur. Elle pousse l'homme respectable à franchir des seuils qu'il n'aurait jamais osé approcher. Ces paroles, empreintes de gravité, me frappèrent. Je songeais à d'autres affaires que nous avions traversées, où la cupidité avait toujours trouvé un chemin, fût-ce dans les demeures les plus opulentes ou sous les dehors les plus honorables. Holmes insista. C'est un fléau qui n'épargne ni les puissants ni les humbles. L'espion peut être acheté, mais c'est le cœur qui se vend lui-même par convoitise. Je compris alors que cette affaire, au-delà de ses ramifications politiques, représentait un drame humain éternel, celui d'un homme qui avait préféré l'or au devoir et l'ombre à la lumière. La nuit s'était installée sur Baker Street, et je demeurais songeur, repassant dans mon esprit les traits de ce pensionnaire démasqué. Rien, dans son maintien premier, ne laissait présager une telle corruption. Son ton mesuré, ses manières distinguées, sa mise irréprochable. Je compris alors combien les apparences de respectabilité peuvent servir de masque à des desseins abjects. Londres regorgeait de figures semblables, me dis-je, où l'habit, la fortune ou les relations sociales dissimulent parfois des ambitions ténébreuses. Je ne pus m'empêcher de ressentir une amertume en pensant que la confiance, ciment de nos relations, pouvait être ainsi trahie par des visages en apparence irréprochables. Holmes, en observateur infatigable, me rappela que c'est précisément dans cette dissonance entre l'apparence et la réalité que réside l'essence même du travail du fidèle et de citoyens honnêtes, qui, dans l'ombre, accomplissaient leur devoir. Ces paroles eurent pour moi la valeur d'une méditation morale. Car à travers l'affaire que nous venions de vivre, je compris que le combat essentiel ne se menait pas seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre les faiblesses intérieures de l'âme humaine. Mrs. Hudson, qui écoutait encore, esquissa un sourire mêlé de soulagement et de fierté. Et moi, en observant mon ami se pencher sur son violon pour en tirer quelques notes graves, je ressentis qu'au-delà des intrigues et des complots, ce qui subsistait était la foi dans l'intégrité des hommes simples. Dans ce silence ponctué de musique, je méditais sur la justesse de ces paroles. Car la loyauté demeure, en effet, le dernier rempart de notre civilisation. Il demeure toujours, dans le silence qui suit la résolution d'une énigme, une impression d'inachevé, une ombre qui persiste, un parfum de mystère qui refuse de se dissiper. Certaines vérités, même mises à nu, gardent un éclat troublant, comme si elles nous échappaient au moment même où nous pensions les saisir. Et vous, croyez-vous que la façade de respectabilité puisse masquer plus habilement que n'importe quel mensonge? Ou bien pensez-vous que tôt ou tard, la vérité finit toujours par se révéler? Dites-le moi en commentaire. Si ce récit vous a transporté dans les brumes du mystère, offrez-lui un signe de votre présence. Un like discret, un commentaire réfléchi, un partage à ceux qui aiment se perdre dans l'ombre des énigmes. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer le voyage.